Voilà. Hein. Très, très prochainement. Donc le jeudi 8 avril, on se retrouvera avec Alexis Goujard, donc qui fait partie, donc qui est journaliste, qui est au comité de dégustation de la Revue des vins de France, et avec Christian Scalesi, donc qui est formateur chez nous depuis une quinzaine d'années, qui est Pardon? le maître du. Pardon, tu étais au téléphone. Ah, attends, il y a quelqu'un qui a coupé mon micro. Voilà, hop, pardon. Et voilà, et le 20 avril, on se retrouvera avec Loïc Pasquet du domaine Liber Pater, voilà, qui nous donnera sa vision de son travail. Voilà. Bon, Stéphane, ça va? Non, Tu es armé, tu es armé? je suis armé. Mais je suis au vin rouge, moi. Ah ouais, ouais, je sais. Bon, écoute, moi j'ai pris un blanc. J'ai pris un petit coup de blanc pour démarrer. Écoute, on est presque déjà à 95 personnes. Ouais, je propose qu'on attende encore quelques secondes et puis. Bien. De qui l'envoie ça? D'accord, ok. Ouais, bon, ça fait partie. Je crois, ouais. 2000. Tu restes toujours en France hein, pour l'instant ou tu bouges un peu? Ben, on bouge pas beaucoup parce qu'avec Covid, c'est un peu compliqué. Donc, on a réussi à voyager un petit peu quand même, mais il y a beaucoup de pays où on peut pas aller depuis longtemps. Donc, c'est Ouais. quand même un petit peu compliqué, ouais. Donc, en gros, on voyage bien en Europe, quoi. Ouais. Schengen, ça va, mais le reste, c'est compliqué, ouais. On a pu aller un peu en Turquie, mais tout ce qui est très loin, on n'y va pas. Tu consultes où en Turquie? On consulte une grosse société qui s'appelle Cavalcli Dere. Ah oui, qu'avec les Et dérivés, Cavalcli bien Dere, sûr. ils sont à la fois, ouais, ils ont une centaine d'hectares, ouais, une bonne centaine d'hectares en production. Et on les suit depuis longtemps. Mais on avait commencé en 2008 avec eux, surtout leur programme premium. On a fait des Ah, choses super. moi, c'est un pays que j'avais trouvé super. J'avais fait un voyage en Cappadoce, Ouais, Cappadoce. le domaine Kaléchi-Carrésy, je ne sais pas si ça te parle. Kalachikarezi, c'est un Ouais. cépage, ouais. Ouais, mais C'est c'est un domaine. magnifique, c'est Donc, l'Antiloa. Ouais. ils avaient donné aussi le nom d'un domaine au sud d'Ankara. J'étais parti avec un copain qui vinifiait des vins en Afrique du Sud, qui s'appelle Jean-Vincent Ridon. À l'époque, Signal Hill, je ne sais pas si ça te parle. D'accord. Voilà, écoute, Non. moi j'avais été passer 4 jours là-bas pour goûter. J'avais trouvé qu'il y avait vraiment des jolis potentiels et ouais, il y a vraiment des choses très sympas. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nos amis turcs ce soir. On parle de quoi d'abord? Écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Déjà, bah, pour te remercier d'avoir accepté cette invitation, Stéphane. C'est très sympa toujours d'avoir les gens qui font le vin. Parce que nous, on essaye d'en parler avec humilité, mais on ne sait pas faire le vin. Donc, d'avoir quelqu'un qui sait Ouais, le j'ai faire. essayé d'en parler avec humilité aussi, hein, même si je fais un peu. Voilà, donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu ton parcours dans le vin, comment tu as commencé, quels ont été les grands moments de tes rencontres dans le vin? Écoute, ça remonte au début des années 80 où moi je suis un petit ch'ti, un Dunkerquois qui bosse après des études assez minables en mécanique dans une grosse usine dans laquelle franchement je m'ennuyais éperdument avec un poste en 3-8 et j'ai tenu une dizaine de mois et puis j'ai dit basta. Et donc au départ, le vin c'est venu vraiment par hasard dans ma vie puisque au départ moi, j'étais un peu babacool à l'époque, hein, donc je savais que je voulais partir, donc je suis allé à la NPE, je devais les castrer des maïs D'accord. dans le centre de la France. Et en fait, 82, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un super millésime, il faisait super Ouais. chaud.
Et donc, la Alors récolte de maïs était assez minable. c'était un millésime d'abondance, hein, si je me souviens, il y avait beaucoup de volume. Mais bon, moi en 82, j'avais 10 ans, hein. D'abondance. Donc, Ouais. Bah, moi, j'en avais 18. Et en fait, donc, mon plan castration de maïs, ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ils m'ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez aller couper des raisins à Bordeaux. Bah, j'ai dit, OK. Et puis donc, j'ai quitté le Nord et je suis arrivé en 82 à Fronsac, à côté de Libourne, pour faire les vendanges. Et trouvant le paysage beaucoup plus sympa que la région macarquoise, je me suis dit, bah, je vais rester là. Et donc, je suis resté là. Donc, à l'époque, je bricolais pas mal. Je fabriquais des jouets en bois pour les gamins que je vendais sur les marchés, des choses comme ça. Une époque un peu babacool, comme je disais. Et puis, je me suis mis plus par nécessité que par envie à bosser les vignes. Très franchement, au départ, je détestais ça parce qu'il faisait froid l'hiver et que c'était pas, moi, j'étais un citadin, c'était pas mon truc. Et peu à peu, quand même, j'ai appris des choses et surtout, j'ai eu des belles rencontres. Et notamment, j'ai fait 3 années un peu galère, un peu de petits boulots à droite, à gauche. Et puis, par chance, c'était l'époque où c'était sous François Mitterrand, d'ailleurs, on commençait à avoir des problèmes avec le chômage des jeunes et il lançait des espèces de contrats emploi-formation où si les gens embauchaient un jeune, ils pouvaient bénéficier de larges rétributions, de baisse de charges, etc., etc. Et moi, j'avais fait un peu du porte-à-porte et j'étais tombé sur un gars qui m'a ouvert sa porte, qui s'appelle toujours aujourd'hui Paul Bar, qui a le château Lagrave à Fronsac et le château La Fleur-Caillot. J'ai eu une chance extraordinaire, c'était un mec génial. Il était super accueillant, il était à l'époque très entreprenant. On avait aussi Moulin-Pélabry en fermage. ouais. Et donc, très vite, il m'a accueilli. Moi, j'étais assez manuel. Et donc, je me suis vite intégré dans l'équipe. Et là, j'ai trouvé vraiment un vrai premier job que j'ai vraiment adoré. Et encore une fois, par chance, ce type-là, et il n'y en avait pas beaucoup, et surtout à Bordeaux à cette époque-là, il s'intéressait déjà beaucoup à la biodynamie. Et en fait, c'est un domaine qui était déjà en conversion. Et donc, grâce à lui, moi, j'ai été conseillé par François Boucher. François Boucher qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été le grand consultant biodynamiste. On n'en parle jamais aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est quand même lui qui a converti des domaines comme la Louise Leroy, comme Nicolas Joly, comme tous les vieux biodynamistes, les premiers en France. Ouais. Il était vigneron dans la Loire et c'est lui qui avait commencé ça. Très proche avec moi parce qu'on s'est connus très longtemps. Et voilà. Et j'ai rencontré aussi des gens comme Claude Bourguignon qui Ouais, bien montait sa sûr. boîte, Le qui avait LAMS. claqué la porte de l'INRA pour monter sa boîte. Il était très engagé, très, très, très virulent. Et donc voilà, je suis rentré dans un monde qui m'a accueilli et pour lequel j'ai développé pas mal de passion. Au départ, certainement pour l'environnement social qui m'a plu beaucoup. J'avais l'impression d'être enfin, d'avoir trouvé un lieu où je pouvais m'exprimer, d'être un peu respecté. Puis j'avais envie de rendre ça à mon patron pour qui j'avais une grande, grande estime. Et donc très vite, j'ai eu un job très intéressant parce qu'on avait 2 caves. Donc du mec qui vient bosser en mobilette, j'avais ma petite bagnole, j'avais été un peu responsable de mes caves. Je bossais un peu dans les vignes, un peu dans les caves. Et surtout, ce qui m'a vraiment touché profondément, ce qui m'a vraiment décidé à dire ça va être mon métier, c'est les vendanges de 1985, où là, je deviens un peu sous la coupe de mon patron, un peu responsable du cuvier. Et là, j'avais quand même déjà une certaine expérience des vignes, je connaissais bien les parcelles. Et moi, quand j'ai ma première vinification, les premières fermentations, c'est là où, en quelque sorte, j'ai vu la Madone, quoi. Et j'étais tout de suite extrêmement troublé par le côté un peu identitaire des parcelles. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la fermentation, ça a été quelque chose d'absolument fabuleux, d'absolument génial. Une fermentation, les gens qui n'ont jamais vu une fermentation ne peuvent pas mourir sans la voir. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une puissance folle. C'est vraiment la vie à l'état brut. Donc déjà, le spectacle est fabuleux. Et en plus, de voir un peu cette évolution, cette transformation des jus et ensuite l'arrivée des caractères un peu propres à chaque cuve et qui résonnent avec la parcelle dont elle en est issue. Pour moi, ça a été vraiment le démarrage total de cette passion. Ouais. Et surtout j'ai pu à ce moment-là créer le lien et comprendre un peu pourquoi c'était si rigoureux, pourquoi on se faisait autant, c'était aussi pénible de bosser les vignes. Tout le sens de ce travail-là, je l'avais en retour à travers la dégustation. Voilà. Donc après, j'ai décidé de faire ce métier-là.
Et puis, peu de temps après, malheureusement, le domaine qui était en fermage Moulin-Pélabris s'est vendu parce que la propriétaire devenait âgée. Paul n'avait pas comment dire, la capacité de le racheter, financière, de le racheter. Donc, ça s'est vendu à d'autres personnes. Et comme c'était quand même des petits domaines où il y avait un organigramme assez simple, il y avait un couple avec leur fils et moi, ben, j'ai dû dégager. Et donc, j'ai été très malheureux. Mais en même temps, la maman de Paul était courtière en vin et elle reprenait un domaine à Saint-Émilion, un domaine absolument magnifique sur lequel elle m'a proposé de m'emmener avec elle. Et donc, j'ai accepté tout de suite, c'était Pavis-Maquin. Et Pavis-Maquin, donc à Saint-Émilion, qui était un Dans la domaine grande, à peine développé, dans la magnifique côte de la cour des Pavie, ouais. Grands. Exactement. Et en fait, c'était un domaine qui était un peu en désuétude et qu'il fallait vraiment remonter. Les propriétaires avaient demandé à Maryse Barre, donc la maman de Paul, de s'occuper de cette propriété. Et elle était partie, il n'y avait plus un sou, il n'y avait plus rien. C'était vraiment, on travaillait vraiment avec rien du tout. Mais encore une fois, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Elle était peut-être encore pire que son père, très adepte de la biodynamie. Elle était un peu barrée d'ailleurs, hein, elle était un peu mystique. Mais moi, j'avais adoré ça. Et donc, j'étais parti avec elle et on a eu très, très vite un succès monumental sur les vins, ce qui fait que ça m'a donné une petite réputation à Saint-Émilion, quoi. Et puis, et d'ailleurs, je crois que c'est en 93 où on a eu une année très difficile à l'époque où il y avait beaucoup de mildiou et on avait fait une toute petite récolte. Mais le vin était d'une concentration naturelle absolument fabuleuse et le vin était assez délicieux. Et je crois qu'à l'époque, en France, c'était un peu Michel Béthane qui régnait un peu Ouais, sur la critique du ouais, vin. tout Il à avait fait, dit ouais, ouais. chaque vigneron devrait aller goûter ce vin. C'est un exemple dans le millésime, quoi. Et bon, évidemment, comme ça se passe beaucoup dans les villages, personne n'est venu, sauf Stéphane Naiperl, qui un jour est venu avec sa petite moustache, son pull sur le dos, en grand aristocrate, et sa petite revue de vin de France sous le bras. Il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, j'ai lu cet article, donc comme j'aime bien ce que raconte Michel Béthane, je suis venu voir. Et puis on a passé 4 heures ensemble, je lui ai expliqué tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on mettait en place. C'était un type qui avait déjà une grande sensibilité à la bio, aujourd'hui tous ces domaines sont en bio. Et donc, voilà, et un an plus tard, à peu près un an plus tard, il m'a proposé de le rejoindre parce que son maître de chez quittait pour reprendre la propriété familiale. Moi, je lui ai dit que j'étais très attaché à Pavillon-Quin, que je n'avais pas fini mon boulot et que je ne voulais pas partir. Et en fait, on a négocié ça à trois. Alors, à l'époque, c'était Maryse Barre avait pris sa retraite, c'était Nicolas Tiampon qui était arrivé. Ouais. Et entre Nicolas, Stéphane et moi, on a décidé que j'arrêtais, que je les gardais comme clients. Et grâce à eux, j'ai pu monter ma société de conseil. Voilà, ça c'était Donc tu t'es en installé en 99. J'ai oublié de dire qu'en 96, je me suis installé en 96. 99. Je suis rentré chez Stéphane Naiper en 96. Il avait un petit domaine parce il était arrivé, lui, en 83. Il avait passé énormément d'énergie et de moyens à restructurer Canon la La Gaffelière. Gaffelière, ouais, bien sûr. Ensuite, il avait mis un peu son dévolu sur le pôle qui s'appelait Perrault l'Oratoire, Claude l'Oratoire. Et il y avait aussi un petit domaine, pas loin de Trollondeau, très beau, 4 hectares 30, qui s'appelait Château-la-Mondotte, et sur lequel il avait demandé à faire une intégration dans Canon la Gaffelière. Et l'INAO lui avait refusé en prétextant que le terroir n'avait pas une qualité suffisante pour entrer dans Canon la Gaffelière. Comme c'était un monsieur très fier, il a pris la mouche et il s'est dit je vais leur montrer que le terroir est suffisant. Et il m'avait donné carte blanche et il m'a dit écoute, on fait le meilleur vin qu'on peut. Et en 96, on a fait le premier leasing de la Mondotte qui était un succès incroyable, mondial. Et donc, ce qui fait que là, j'étais dans un cru avec Stéphane beaucoup plus bordelais dans le sens classique du terme. Et là, j'ai rencontré un peu les acteurs de la place de Bordeaux, les négociants. Et je me suis fait une vraie réputation bordelaise. Et de là, j'ai eu beaucoup de demandes. Et j'ai commencé à conseiller un peu à droite, à gauche, jusqu'au moment où il a fallu faire un choix. Et j'ai fait ce choix en 99. 99, ça a été la deuxième grande révolution de ma vie, puisque j'ai démissionné en fait de mes emplois mais je les ai gardés comme clients. C'était mes premiers clients en consulting. Et j'ai démarré tout seul avec 7 clients en 99. Je me suis marié et j'ai acheté le domaine qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle Domaine de la à Castillon. Voilà. Et depuis, j'ai développé une société de conseil qui a plutôt pas trop mal marché. Et aujourd'hui, c'est une société qui occupe 18 personnes et on a à peu près une petite 150aine de clients.
euh, à Bordeaux, dans chaque appellation de France et un peu à l'étranger aussi. On travaille dans une quinzaine de pays avant Covid. Ouais, beau, magnifique, magnifique parcours, Ouais, c'est Benoît. tout. Petite question, pour toi, un grand vin, c'est quoi? Finalement, peut-être au début de ta carrière et peut-être maintenant, ça serait quoi ta définition pour toi voilà, ta définition à toi du grand vin? Je crois qu'au début de ma carrière, un grand vin, c'était de pouvoir faire de pouvoir faire des vins qui pouvaient atteindre des raisins qui pouvaient atteindre une certaine maturité pour exprimer les grands vins dans une forme de plénitude. Je crois que c'était un peu ce qu'on recherchait. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la même maîtrise de la viticulture. On n'avait pas une telle connaissance de la prophylaxie. On n'avait pas non plus, on était beaucoup moins pointu sur tout ce qui est traitement, sur tout ce Est-ce qui que est tu études de peux, récolte et Stéphane, peut-être peut-être, même sur ce qui est est-ce que tu peux, est-ce que tu peux expliquer peut-être prophylaxie pour ceux qui savent pas, si ça te dérange pas? C'est-à-dire que dans les années 80, on taillait la vigne et puis ensuite elle poussait et puis on récoltait ce qui nous restait, quoi. Après, peu de temps après, c'était quand même, on était avant les problèmes de réchauffement climatique, donc la quête de la maturité, c'était un vrai travail. Et chez les meilleurs, on s'est mis à commencer à mieux tailler pour espacer les raisins. La prophylaxie, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour bénéficier des éléments naturels, qui sont le vent, la manière de sécher les raisins. Donc ça peut être aussi les effeuillages, ça peut être aussi ce qu'on appelait autrefois, parce qu'on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, mais ce qu'on appelait les vendanges vertes, c'est-à-dire d'extraire un peu de grappe pour concentrer un peu la récolte et pour gagner un peu en ventilation. C'était toutes ces choses-là. Donc, quand on arrivait à faire une belle viticulture déjà et qu'on ramassait des raisins à peu près mûrs, on était super content. Aujourd'hui, ce que je dirais, pour moi, vraiment, la définition d'un grand vin, c'est l'expression d'un lieu. C'est l'aboutissement de la connaissance d'un sol, de son fonctionnement, d'un climat, et de rester cohérent dans les vins, de manière à ce que le vin reflète le plus possible le lieu dont il est issu. Et de manière la plus, je dirais, la plus épurée possible, sans non plus tourner le dos aux traditions viticoles de la région d'où il vient. Bien sûr, c'est une belle, c'est une belle définition. Et puisque finalement on parle de lieu, la définition d'un terroir pour toi, Stéphane? Alors, terroir, c'est un mot compliqué. Il n'y a pas vraiment de définition de terroir. C'est un peu un mot unique, un concept. C'est un concept, le terroir. C'est un goût, je dirais presque. C'est un mot qui n'est pas traductible dans aucune des langues. N'importe qui dira terroir. C'est un ensemble de choses qui va considérer évidemment le lieu, dans l'état physique du sol, le climat, les choix de l'homme et son intervention. Euh, Moi, j'ai un peu développé avec mon équipe, finalement, avec cette chance d'aller un petit peu partout. On a un peu développé une méthode, que tu connais bien d'ailleurs, qu'on appelle une approche géosensorielle, Oui, qui va se baser sur la qualité, sur la nature des sols. C'est-à-dire, en fait, on va arrêter de faire le vin qu'on veut faire et on va essayer au plus juste possible de faire le vin qu'on peut faire. Et pourquoi? Parce que, en fait, euh, l'identité d'un vin, elle est complètement due, en dehors du choix du cépage et de l'alliance du porte-greffe et de la viticulture, elle est absolument due à la nature des sols. C'est-à-dire, en fait, que quels que soient les sols, quel que soit le substrat, quels que soient les sous-sols, on va trouver dans chaque sol un mélange d'argile, de sable, de limon. Et la bonne connaissance de cette chose-là va nous permettre d'appréhender et d'imaginer le vin tel qu'il devrait être par rapport à ce sol-là. J'entends par là l'exemple le plus facile à comprendre, le plus facile à expliquer aussi, et peut-être aussi le plus évident, et en même temps le moins évident, c'est l'argile, le rôle de l'argile. Chaque sol a des argiles, il y a des argiles de qualité extrêmement diverses, parce que les argiles, ce sont une succession de feuillets qui sont, qui sont très réactifs à l'eau et qui vont se gonfler, se dégonfler en fonction du nombre de feuillets. C'est ce qu'on appelle un peu la surface interne des argiles. c'est On va comme avoir des sols plus ou moins légers.
C'est ce que dit Claude et Lydia dans le travail qu'ils ont fait. Voilà, la surface interne des argiles, c'est vrai que ça va conditionner Exactement. le Ouais. potentiel d'avoir Alors soit Claude un et grand terroir Lydia, à blanc ou un terroir à rouge. Claude, Ouais. voilà. Claude, il a une très très belle définition et qu'il cite souvent et qui est très très facile à comprendre pour n'importe quel amateur. Claude, il prend souvent l'exemple de prendre un morceau d'argile, un gramme d'argile, et de le comparer à un bouquin. Et en fait, quand on dit qu'une argile, c'est fait d'une succession de feuillets, Claude dit c'est simple, on va considérer ce gramme d'argile comme un livre et on va arracher chaque page de ce livre. Et on va les mettre sur une surface, on va mesurer la surface et ça vous donnera la surface interne. Et en fait, il s'est rendu compte que les argiles des vins les plus fins, les plus soyeux, les plus recherchés, les argiles de grande qualité, ça avait des surfaces internes extrêmes qui pouvaient monter jusqu'à 750 mètres carrés par gramme d'argile. C'est-à-dire qu'avec un gramme d'argile, si on enlève chaque page et qu'on couvre le sol et qu'on mesure, on a une surface de 750 mètres carrés, ce qui est les argiles de plus belle qualité, Ouais, sur ce qui est lesquelles énorme. on peut mûrir des rouges magnifiques. Ouais. Et il s'est rendu compte aussi qu'en dessous de 400, je crois, bah, ça devenait un peu compliqué. Ça devenait un peu compliqué de mûrir des tanins et aussi de mûrir des pépins. Et là, on avait des vins certainement un peu plus rigides. Et il s'est rendu compte aussi que souvent, dans ces argiles naturellement, empiriquement, les gens, et notamment les bourguignons, bah, ils avaient tendance à y mettre les blancs et plutôt les rouges sur des argiles à haute surface interne. Donc il y avait une approche empirique de la géosensorialité Hmm. qui existait et qui était mise en pratique. Et donc, évidemment, avec cette méthode, si tu arrives sur un de terre, si tu arrives en la roulant, à la structurer un peu, c'est que tu as de l'argile. Et si tu arrives avec ton boudin à rejoindre les deux bouts, c'est des petites méthodes, comme ça tu sais que tu as un pourcentage d'argile qui est autour de 10%. Donc ça permet déjà de dessiner la forme du vin en bouche. Ouais. Parce qu'une argile, plus elle va être collante, ben plus tes tanins ils vont être collants, et plus la sensation du vin, elle va être de forme carrée. Et plus la surface interne va monter, plus on va avoir des argiles fines, et plus on va avoir des vins qui vont prendre de la longueur en bouche, qui vont prendre de la courbe, et qui vont surtout prendre une vraie deuxième partie de bouche. Et surtout qui vont pouvoir donner des finales extrêmement intéressantes parce qu'elles auront cette capacité de se réchauffer assez vite, d'avoir un cycle végétatif harmonieux pour la vigne et de pouvoir mûrir les pépins. Parce que, en fait, si je résume Et un petit peu ensuite, il y a Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. 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 Non, vas-y, Stéphane, je t'en prie. ça, c'est la partie argile. Hmm. Ouais. Ensuite, il y a quand même une nécessité de connaître un peu les sous-sols. Euh, je sais pas, le plus simple, c'est que je te donne un calcaire, un exemple sur un Bordeaux. On est à Bordeaux ici, par exemple, Ouais. si tu mets un merlot sur un sable, bah, tu vas avoir des vins qui vont être peu centrés, assez sphériques, avec des notes de fruits assez confites qui peuvent aller jusqu'au pruneau. Si tu mets ce même raisin sur un sol argileux, évidemment, le sol sera plus froid, donc tu vas avoir un effet immédiat sur l'acidité du vin et tu vas avoir des arômes beaucoup plus acidulés. Donc là, on va passer sur des choses un peu framboises, sur des choses un peu fraises, sur des choses un peu cerises, même selon la qualité des argiles. Et tu vas avoir des bouches un peu plus pleines, avec la douceur de l'argile que tu vas ressentir dans les contours du vin, avec des choses un peu plus opulentes en bouche aussi. Si l'argile est très forte, ça peut même aller jusqu'à des choses un peu carrées, avec des amertumes. Et si tu mets toujours ce même merlot sur une argile, mais avec un substrat calcaire, alors là, tu vas changer complètement de paysage, parce que le calcaire, il va avoir cette faculté de changer et la forme des vins, mais aussi sa gamme aromatique. C'est-à-dire que là, on va partir dans un monde beaucoup plus aérien, où le merlot il va t'exprimer des choses un peu florales. Donc ça peut être de la violette qui est assez connue, ça peut être des fleurs assez poivrées, de la pivoine, mais ça peut être aussi des épices douces, ça peut être des notes truffées aussi. Et surtout, le calcaire, ce qu'il va amener en bouche, c'est une légèreté, et je dirais presque une acidité, même si un terroir calcaire n'est jamais un terroir acide. Mais il va y avoir d'abord dans le toucher de bouche une sensation poudreuse, une sensation un peu crayeuse, c'est-à-dire comme on touche une craie, comme quand on allait au tableau, quand on était gamin, ce toucher un peu soyeux. On va retrouver ça dans la bouche. Ça, c'est une signature du calcaire. Et surtout, la magie de ces vins argilo-calcaires, c'est l'argile qui va amener
une espèce de confort en entrée de bouche avec une espèce de sucrosité, d'une espèce de douceur, j'oserais presque dire de sensualité, et qui va être derrière complètement rattrapé par un côté extrêmement salin, puisque souvent, et c'est le cas à Saint-Émilion, les calcaires sont issus de la mer au départ. Donc on peut trouver aussi des notes un peu salines, un peu iodées, et qui vont te laisser une bouche extrêmement fraîche et extrêmement pure pour boire un autre verre de vin, boire une autre bouteille. Alors, si j'essaye un peu de résumer un petit peu là, puisque finalement on est rentré directement dans le sujet qui est un peu un sujet primordial en ce moment. Enfin, moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est la dégustation géosensorielle et la dégustation intuitive. C'est en fait finalement la conjonction. Donc il y a le sol qui va bien sûr induire une projection directe ou indirecte à travers le toucher du vin. Il va y avoir aussi à travers la concentration en précurseurs d'arômes ou en minéraux ou en d'autres éléments, etc. Il va y avoir une modification profonde de la gamme aromatique. Et puis aussi, donc le sol et le sous-sol vont jouer de façon directe ou indirecte aussi un rôle important dans la maturité du raisin. On pourrait presque résumer, alors ce que je dis est complètement, enfin, est incomplet par définition, mais on pourrait presque résumer que finalement cette interaction cépage-sol, elle va avoir une grosse dimension, je te laisserai répondre après, une grosse dimension sur le toucher de bouche, sur les nuances aromatiques, et ensuite sur la maturité du raisin, donc qui influence bien sûr les deux premiers points. Ce que je veux dire en fait, en résumé, c'est que par exemple, si moi on m'appelle pour regarder un domaine, pour donner un avis sur un domaine, pour un consulting, la première chose que je vais faire, c'est ça. La première chose que je vais faire, c'est ça, et je vais leur dire à ces gens que, à mon sens, l'identité du vin qu'ils peuvent faire ici, elle est là. Et le vin, il doit être comme ça. Il doit être comme ça parce qu'il ne peut pas être autrement si la vigne est équilibrée. Ensuite, évidemment, si c'était si simple que ça, il y aurait beaucoup plus de grands vins. Parce qu'ensuite, pour y arriver, c'est un équilibre assez fragile. Parce que la viticulture, c'est quand même pas une chose simple. Et déjà, il y a un peu l'héritage du matériel végétal qui n'est pas toujours très adéquat, malheureusement. Je pense qu'en France, encore aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'il y a une remise en cause, il y a un vrai travail de recherche, il y a un grand travail de sélection massale qui a été fait, on retrouve du matériel végétal intéressant. Mais pendant bien des années, il avait un peu disparu au profit de la reconstruction, puisque après-guerre, la France avait soif et qu'on a un peu aussi, découvert les engrais minéraux qui ont été une catastrophe pour nos environnements et pour nos sols, et que aujourd'hui, sur nos vieilles vignes, on est quand même un peu tributaire de cette époque-là où, au départ, on n'a pas un matériel végétal sensationnel. Alors, par chance, il reste quelques parcelles sur lesquelles on a des choses très très bonnes, mais aussi par chance, c'est que le temps arrange un peu les choses, et ces choses qui étaient peut-être médiocres et un peu vigoureuses dans leur jeunesse, elles se sont un peu calmées avec le temps et qu'on arrive aujourd'hui à y faire des vins intéressants. Mais il faut savoir que toutes les vignes qu'on a plantées dans les années 70, les années 80, en général, elles étaient faites pour produire beaucoup sur des porte-greffes trop vigoureux. Donc, Justement, ensuite, j'avais une c'est question, directement la deuxième chose dont je voulais. il y avait une question, Stéphane, sur les porte-greffes. Mais je te laisse finir et puis si tu peux y répondre après, c'est super. Je te remercie. Pardon. Donc évidemment, quand tu as un sol et quand tu comprends un petit peu ses argiles, tu vas comprendre non seulement sa force, mais tu vas aussi comprendre sa capacité de drainage et sa capacité comment te dire, de se réchauffer. Et donc ça va donner une indication directe sur le choix du porte-greffe. Parce que le choix du porte-greffe, c'est quelque chose de très compliqué. On revient sur des tendances très compliquées aujourd'hui parce qu'on a tous très peur du réchauffement climatique, et donc la tendance, elle est à mettre des porte-greffes beaucoup plus forts, de manière à gérer un petit peu ces périodes de sécheresse pour que la vigne les passe mieux. Malheureusement, on a parfois des vignes qui sont un peu vigoureuses, et le problème de la vigueur de la vigne, il est simple, c'est que la vigne, comme tout le monde le sait, c'est une liane. Et la vigne, elle est pas faite pour être conduite comme on l'a conduit, de la tailler, de la rabattre. La vigne, elle a qu'un fantasme, c'est de grimper dans les arbres, c'est de retrouver sa vie de liane. Et d'ailleurs, quand tu prends le travail du vigneron, à partir du moment où le printemps commence et où la vigne débourre, c'est un peu l'enfer, hein, le travail de vigneron. C'est-à-dire que tu passes ton temps à palisser, à la couper, à essayer de la maîtriser, et tu vas combattre contre elle du débourrement du mois d'avril jusqu'au mois de juin, ou jusqu'au mois de juillet, par contre,
pardon, jusqu'au mois de juillet, où là, elle va vraiment, elle est folle, quoi, elle pousse, quoi. Et puis ensuite, elle va rentrer dans un second cycle. Elle va avoir un arrêt végétatif et rentrer dans un long processus de maturité. Ça commence avec l'arrêt végétatif qui va déclencher ce qu'on appelle la véraison. Souvent sur les rouges, ça se voit bien, c'est quand le raisin se colore en rouge. Et pendant ensuite quelques mois, quelques semaines, elle va lentement faire un processus de maturité. Il est bien évident que là, le choix du porte-greffe, il a tout son intérêt parce qu'un porte-greffe trop vigoureux, ça va, en quelque sorte, pour vulgariser la chose et bien la comprendre, ça va transformer les informations du ciel. C'est-à-dire que si la vigne est trop vigoureuse, elle va retarder son arrêt de végétation. Et ensuite, elle va avoir un process de maturité qui sera très très long, avec très certainement une espèce d'incohérence, une espèce de disharmonie entre une maturité phénolique, c'est-à-dire que comme elle est vigoureuse, elle va continuer à faire plein de feuilles qui vont être très vertes et qui vont fabriquer beaucoup de sucre, mais par contre, elle va traîner dans la maturité phénolique, la maturité de ses tanins. Elle va faire une belle maturité alcoolique et donc, pour avoir des tanins mûrs, tu seras obligé de récolter des vins, ce qui est souvent le cas malheureusement ces dernières années, avec des taux d'alcool qui sont très très élevés. Donc l'équilibre de la vigne aujourd'hui, c'est vraiment devenu aussi le centre du sujet. Donc pour l'équilibre de la vigne, le choix du matériel végétal, c'est très important, le choix du porte-greffe, c'est très important. Et ensuite, dernier levier, je dirais, c'est la manière dont tu vas manager le sol. C'est-à-dire lui donner de la concurrence quand il faut, ou lui enlever toute concurrence possible quand il faut. C'est un peu cette manière-là, d'autant que la viticulture, c'est un peu un non-sens, la viticulture, dans le sens où c'est une monoculture, et que donc finalement, la beauté de nos grands terroirs, c'est un peu de les avoir massacrés, c'est d'avoir fait des siècles de monoculture, c'est d'avoir été de les avoir très mal menés, et en fait, c'est un peu à force de les maltraiter, que dans l'expression de leurs défauts, ça fait la grandeur de nos terroirs. C'est un peu bizarre à entendre, mais c'est la vérité. N'importe quel organisme agricole, le premier fondement d'un organisme agricole, c'est la rotation des cultures, c'est pas la monoculture. La monoculture, c'est un drame. Donc, on a des espaces qui sont très, très fragiles et qu'on fragilise beaucoup par cette monoculture, d'où aussi l'existence de plus en plus difficile à contrôler de nombreuses viroses, de nombreuses dégénérescences sur lesquelles on a parfois bien du mal à agir. Donc, l'équilibre de cette vigne, elle sera due à la connaissance de son sol, elle sera due au choix du matériel végétal et elle sera due aussi à la manière dont on va gérer ce sol et notamment la bête noire de la viticulture, c'est le tassement des sols. Parce qu'on est obligé de passer régulièrement avec des engins de plus en plus lourds. Quand tu vas voir les expositions d'engins agricoles, et ben, plus ça va, plus ils sont beaux et plus ils ressemblent à des machines de guerre. Tu as l'impression d'être dans une bande dessinée. Ils sont de plus en plus puissants, ils sont de plus en plus lourds. Et en fait, ils sont certainement de plus en plus efficaces, mais c'est de plus en plus une catastrophe pour nos sols. Et donc, depuis quelques années, il y a toute une réflexion paysanne de bon sens qui se fait sur la manière de décompacter les sols. Et aujourd'hui, on a, pour les meilleurs et pour les bons d'ailleurs, on a complètement arrêté de violer les sols en se disant bah, plus ils sont compacts et plus on va les pénétrer avec de l'acier. Mais on essaye de trouver des plantes adaptées à fort pouvoir racinaire qui vont faire ce décompactage pendant la saison morte, pendant l'hiver, pendant l'automne. Voilà. Donc tout ça pour te dire que tout ça, c'est un équilibre qui paraît simple à expliquer, mais qui est quand même assez complexe à réaliser parce que c'est une remise en cause permanente en fonction des saisons, en fonction des pluviométries et peut-être même en fonction des rendements qui d'une année sur l'autre, vont fatiguer plus ou moins la vigne. Et j'avais il y a deux, trois commentaires qui sont venus suite à tes propos là dans le chat. Il y avait une question de Samuel qui nous dit voilà, le réchauffement climatique pourrait peut-être supprimer le Gulf Stream et on aurait donc des climats plus frais puisqu'on est à peu près sur la même latitude que New York. Du coup, changement de cépage à Bordeaux, voilà, ça m'amène à te poser peut-être une question un petit peu plus large. Il y a beaucoup de choses qui bougent à Bordeaux en ce moment. Comment toi tu le sens de l'intérieur et quel est ton avis sur tout ça? Alors, déjà, en fonction de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent sur comment on fait avec ce qu'on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Maintenant, le réchauffement climatique, on peut pas le contester, il est réel. Je dirais que pour l'instant, moi, très égoïstement, il me va bien, parce que je trouve que les vins n'ont jamais été aussi bons. C'est beaucoup plus facile d'obtenir des maturités qu'avant. Ce qui me perturbe un peu plus que le réchauffement ou le refroidissement, je ne sais pas, c'est surtout l'influence de la saison qui est de moins en moins marquée. Ça fait quelques temps où on a un peu des millésimes à deux saisons, une saison pluvieuse et une saison humide et une saison très sèche. Donc, il nous impose justement de bien faire tout ce dont j'ai parlé au niveau du management des sols, de manière à limiter les trop-pleins d'eau, les bons drainages, et aussi, encore pire, de limiter les stress hydriques. Parce que finalement, la vigne, elle a un peu deux systèmes racinaires, un système très superficiel sur lequel elle va consommer au printemps. La vigne, au printemps, elle vit dans la frigo, quoi. La bouffe, elle est là. Il y a eu les compostages qui ont été faits, les apports qui ont été faits, il y a eu toutes ces feuilles qui sont tombées, et de la matière organique, il y en a gavé, et elle n'a qu'à se servir. Par contre, quand on arrive à l'été, avec la sécheresse, là, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les racines profondes qui doivent prendre le relais. Si elles ne sont pas bien installées, si elles ne sont pas bonnes, on va avoir des stress qui vont complètement organiser des blocages, et surtout qu'on va retrouver dans des vins extrêmement maigre, extrêmement simple et avec des tanins extrêmement secs. Donc ça, c'est une chose très, très compliquée. Donc, à mon avis, le premier truc, c'est vraiment ce changement climatique. Pour moi, ce que je vis le plus mal, c'est ce changement de saison. Où moi, j'aimais bien l'idée qu'on avait un automne, un hiver, un printemps, un été, et puis on savait que… Voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On ne peut pas toujours faire les travaux. Les traditions ont changé parce qu'on ne peut plus faire les travaux comme on les faisait. Maintenant, tout ce mouvement de recherche qui est fait par des gens en blouse blanche qui essaient sur des tableaux Excel de prendre des données et de les reporter sur 25 ans et de dire ben, dans 25 ans, tous les Bordelais seront noirs parce qu'avec le soleil, et puis c'est pas, le merlot va mourir, et puis on va mettre du Tempranillo, qu'est-ce que j'ai entendu encore? On va mettre non, du Touriga National. Pour moi, tout ça, je te dis clairement, c'est que de la merde. Je ne peux pas l'entendre, ça me met dans une colère monstre. C'est un truc ridicule, c'est un truc qui est fait par des gens qui ne sont absolument pas sur le terrain. C'est un truc qui est une espèce de suicide d'une région. Parce que moi, j'ai la chance de vinifier à Porto et j'en suis ravi. Et à Bordeaux, on vinifie des Touriga National et le Touriga National, il est super sur des schistes, sur des sols très, 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 très chauds où là, il va exprimer des choses un peu identitaires. À Bordeaux, c'est pas demain la veille. À Bordeaux, il nous fera des gros vins carrés avec des tanins avec des poils autour. Et je ne vois pas comment on va pouvoir défendre les couleurs de Bordeaux, notre histoire, notre savoir-faire, nos traditions avec ce genre de cépage. C'est absolument inadapté. Donc, je pense que il y a toujours, il y a toujours une espèce de crainte, une espèce de flip par rapport à ce réchauffement climatique que je comprends et avec lequel j'adhère. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour préparer notre vignoble et surtout ne jamais oublier qu'on travaille avec du vivant. La vigne, la vigne, elle vit. Et on fait tout pour qu'elle soit bien dans son environnement et qu'elle vive le mieux possible et le plus longtemps possible. Et chaque, chaque élément, chaque plante, chaque personne, chaque élément vivante, euh, elle développe en fonction des agressions externes une forme de résistance. À nous d'accompagner ça, à nous de l'aider à accompagner ça. Mais pour moi, ce n'est pas demain la veille qu'il va falloir arracher tous les merlots à Bordeaux. Euh, Peut-être un jour, je ne sais pas, moi je ne suis pas Nostradamus, mais en tout cas, je suis absolument effaré de voir toutes ces recherches qui sont faites sur l'adaptation de nouveaux cépages qui viennent de pays plus sudistes et qui n'ont vraiment rien à foutre ici. D'autant que je ne suis pas du tout d'accord. C'est vraiment sous-estimer la nature et son potentiel de créativité énorme que de dire qu'on va faire des cépages résistants à rien du tout, parce que ça va peut-être résister un an ou deux, puis après la nature va évidemment reprendre le dessus. Bien Et sûr. toutes leurs conneries insipides de cépages mélangés, coupés de je ne sais pas quoi, qui ont goût de rien, qui sont dégueulasses, et qui sont carrés, et qui sont rustiques, et qui sont jamais goûtés. Ils sont faits par des mecs qui viennent relever s'il y a du mildiou. C'est vrai, il n'y a pas de mildiou.
Et moi, on a un domaine où il y a des essais de plantation comme ça. Et les mecs viennent relever leur truc et ils disent, t'as vu, c'est formidable, il n'y a pas de doute. Ouais, je suis d'accord, mais t'as goûté le Mais raisin, mec? t'as goûté le. Je dis, non, bah, je goûte-le. Et tu peux pas faire du pinard avec ça, quoi. C'est impossible. Donc voilà. Donc moi, ma position sur le réchauffement climatique, elle dit, soyons vigilants, soyons observateurs, adaptons-nous, aimons le vignoble et apportons-lui ce qu'il faut. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place avant d'aller tout arracher et d'aller faire des partout à Bordeaux, quoi. On n'y est pas Ouais, encore, à mon sens. je suis assez d'accord. Ouais, ouais. Il y avait une question de Sabine qui nous a envoyé quelques questions cet après-midi qui disait est-ce que par exemple enfin, de façon globale à Bordeaux et dans d'autres peut-être dans d'autres régions, est-ce qu'il y a des terroirs qui sont vraiment plus à mettre en valeur, des terroirs qui sont peut-être destinés à disparaître? Je pense malheureusement qu'à Bordeaux, il y a des terroirs qui sont appelés à disparaître. Je ne suis pas certain que ça soit pour une raison climatique. Je pense que c'est pour une raison essentiellement économique. C'est que bah, Bordeaux, c'est une grande appellation. Elle a eu longtemps l'hégémonie de la reconnaissance, de la qualité. Il faut quand même savoir que jusqu'à la fin des années 90, on peut dire que Bordeaux, c'était vraiment, et sur les cartes de restaurants, et chez les cavistes, la référence principale. C'était vraiment une référence mondiale de la qualité. Si tu regardes les grands bouleversements qu'il y a eu, par exemple en Toscane, avec la création de ce qu'on a appelé les IGT, qui ont commencé avec la famille Antinori, avec les Tignanello dans les années 80. C'est un modèle bordelais. Si tu regardes la réussite d'appellations toujours en Toscane comme Bolgheri, par exemple, Sûr. c'est un modèle bordelais. Si tu regardes ce qu'on a fait en Californie et là où ils en sont arrivés avec leur vin aujourd'hui, c'est un modèle bordelais. Si tu regardes toute la révolution argentine, chilienne au départ, c'est un modèle bordelais. Donc voilà, je veux dire, ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Ensuite, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu un désamour pour Bordeaux. Un désamour qui est né premièrement de la spéculation, mais qui est né aussi d'une communication un petit peu prétentieuse et un petit peu hasardeuse, et où les gens se sont plus vraiment reconnus dans cette appellation-là. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des vignes qui vont disparaître. Il y en a déjà pas mal qui ont disparu, mais il y en aura encore qui vont disparaître simplement parce qu'elles ne trouvent plus leur marché. Elles ne trouvent plus leur marché parce qu'elles ont un gros déficit d'image, justifié ou non justifié. Ensuite, je pense aussi qu'il y a une espèce de révolution qui se fait à Bordeaux depuis 20 ans. On ne la voit pas et on fait tout ce qu'on peut côté médiatique pour ne pas qu'on la voie. Côté médiatique et interprofessionnel aussi d'ailleurs. Un vignoble n'est jamais aussi dynamique que quand il se sent menacé. Et Bordeaux, ça fait quand même pratiquement 2 décennies qu'on est clairement menacé. Des amours, ras-le-bol des Bordeaux. Bordeaux, c'est pour les vieux. Bordeaux, on n'aime plus. Bordeaux, c'est que du bois. Bordeaux, c'est concentré. Bordeaux, c'est machin. Tout à ma carte n'est pas de Bordeaux. Moi, j'adore le vin, mais je n'aime pas le Bordeaux. Enfin, bon, bref, on en entend des vertes et des pas mûres depuis longtemps. Tout ça, ça a créé un peu une ère de purge. Parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, moi, j'ai connu des vignerons, mais des gougnafiers qui produisaient des vins d'une médiocrité absolue, mais qui vendaient chaque année très bien parce qu'ils avaient cette marque forte, porteuse, de mettre Bordeaux sur l'étiquette et ça partait. Aujourd'hui, ça c'est fini. Ces gens-là, ils ont disparu, soit leurs vignobles sont finis, soit ils ont été repris par d'autres. Pendant 20 ans, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, une nouvelle génération de producteurs qui vit dans son époque, parce que ce qui a beaucoup changé aussi en 20 ans, c'est l'information sur le vin. Il y a 20 ans, on lisait la revue de vin de France et par cœur. Aujourd'hui, c'est fini. Je crois Vous pouvez qu'on continuer regarde à lire la davantage. revue des vins de France quand même. Oui, mais on continue à la lire. Mais elle est quand même sacrément concurrencée par le digital, par ce qu'on appelle, alors à tort ou à raison, hein, des influenceurs. Hein. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont pas beaucoup impressionné, pour tout te dire. Mais il y en a aussi qui sont sérieux et qui apportent un regard un peu différent sur le vin. Bordeaux, on ne le sait pas assez parce que peut-être qu'aussi on n'a pas encore bien compris comment il fallait le communiquer, mais c'est un vignoble qui est en pleine évolution en termes d'engagement environnemental.
On en prend plein la gueule avec des journalistes foireux comme Élise Lucet, avec son cache investigation, tous ces gens-là. Nous, on a un vrai problème à Bordeaux, c'est qu'on est la plus grande appellation. Donc, c'est vrai qu'en termes de quantité de produits vendus, on est numéro un. En Bah, c'est les revanche, si premiers, tu puis c'est les regardes, premiers et sur ça, il lesquels y on a va des taper dessus, études quoi. très sérieuses qui sont faites. Ouais. Mais si tu regardes, par exemple, pas plus tard que cette année, en 2020, le champion de France de la conversion bio, c'est Bordeaux. Et de loin, de très très loin. Il y a quelque chose comme 13 000 hectares qui ont été convertis. C'est énorme. Si tu regardes les appellations les plus pollueuses de France, Bordeaux, ça choque souvent les gens. Mais c'est une réalité, il est loin derrière la Bourgogne, par exemple, qui est considéré comme l'image parfaite. J'ai rien contre les Bourguignons, je les adore, je suis un grand fan de Bourgogne. Mais c'est vrai qu'on a, si tu veux, cette image du Bourguignon un petit peu paysan, un petit peu terroir, son côté petite structure familiale, terroir, avec son histoire aussi des terroirs, depuis les moines cisterciens, etc. Et d'un Bordeaux qui est beaucoup plus porté sur la marque, avec ses classements 1855, où Bordeaux, c'était la marque. Aujourd'hui, il y a un réveil, et surtout, il y a quelque chose qu'il faut regarder de très près pour les amateurs de vin, c'est, je dirais, le cœur de la meule. Parce que Bordeaux, c'est tellement grand que tu as les crus classés qui vont un petit peu focaliser toute la tension médiatique. Les crus classés, ça représente 4% de la production à Bordeaux, Ouais, 4%. ce qui Et est ça rien, prend finalement. 80, c'est rien, mais ça prend 95, voire 98% de la médiatisation des Bordeaux, c'est eux qui font l'image de Bordeaux. Et tant mieux. Le seul truc, c'est qu'autrefois, ils étaient un peu des locomotives pour les autres, aujourd'hui, ils le sont un peu moins. Parce que la plupart des très grands crus, on est plus tellement dans le domaine de la consommation, on est davantage dans le domaine de la spéculation, dans le domaine Ce que du j'allais luxe, dire finalement, quelque chose c'est comme ça. on a un peu de mal à les boire maintenant à cause du prix et On a un peu de mal à les acheter déjà. ouais, à les acheter, ouais, et puis de les boire aussi, oui. Ouais. Moi, je me Alors, souviens écoute, de les boire. quand j'ai commencé dans le métier en 89-90, les premiers s'achetaient 200 francs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est simple, ils étaient à peu près 10 fois plus chers qu'un bon Bordeaux. Aujourd'hui, c'est 1000 fois. Donc, ouais, le rapport est plus le même. Donc, le côté locomotive, le côté porteur, ça n'existe plus. Mais à l'inverse, la deuxième source de médiatisation de Bordeaux, elle se fait vraiment vers le bas. C'est vraiment les foires au vin, l'AGD, ces Ouais, choses-là. Et en fait, ce que j'appelle le cœur de la meule, le savoir-faire, le cru artisan, le cru de Bordeaux, tout ce qui est ce qu'on appelle injustement les petites appellations, les vins de côte, les crus bourgeois, tous ces crus-là, il y a une pléthore de vignerons de grand talent qui font un travail absolument incroyable, avec un vrai engagement vigneron. mais Et en fait, ceux-là, ben, ils sont dans une grande difficulté. Simplement parce que déjà, ils ne sont pas trop aidés au niveau de la reconnaissance, je dirais, médiatique de l'information. Mais en plus ça devient très, très compliqué au niveau de la distribution parce qu'on n'est pas organisé à Bordeaux pour distribuer qualitativement des crus de cette sorte-là. On est très bon pour organiser la distribution dans le monde entier de crus très rares, très demandés, très bien sûr, spéculatifs. On est très bon pour envoyer des conteneurs de vin de Bordeaux chez les Chinois, etc., etc., où on s'en fout un peu de la qualité, on regarde si l'étiquette est pas mal et surtout le prix. Mais entre les deux, là, tout ce qui fait un peu l'âme de Bordeaux, la culture de Bordeaux, cet esprit vigneron, cet esprit paysan au sens noble, c'est un peu compliqué. et finalement, c'est vrai que finalement, ces vignerons dont tu parles là, mais ils n'ont qu'une seule solution, c'est ils doivent faire bon. Parce que s'ils font pas bon, ben personne va venir les goûter, hein. Est-ce que tu es en train de boire, je pense, à un domaine de là. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu de Je suis en train de voir un ton. domaine de là parce que j'ai eu la visite d'un journaliste aujourd'hui qui voulait voir des vieux millésimes du domaine de là. Et nous, des vieux millésimes, on en a très peu parce que lorsqu'on a commencé, on n'avait que 2,5 hectares. Donc déjà, on produisait très peu. Et en plus, nous, on était un peu, avec Christine, les inventeurs du crowdfunding parce que quand on a voulu acheter la propriété, on a découvert ce que c'était que les banquiers, parce qu'avant, on ne connaissait pas trop. Et ils nous ont sagement expliqué qu'ils pouvaient nous prêter de l'argent à partir du moment où on en avait. Et comme on n'en avait pas, ils n'ont pas voulu nous en prêter. Donc à l'époque, on avait fait une espèce
de lettres de motivation qu'on avait envoyées à un réseau très court de gens, plutôt d'ailleurs à Bordeaux, sur lesquels on exposait notre projet, où on leur proposait de devenir des prescripteurs. C'est-à-dire qu'ils nous apportaient à l'époque 5 000 francs, et nous, on s'engageait à leur rembourser cette somme en bouteille pendant 4 millésimes. Et donc, les premiers millésimes du domaine de là, on n'avait pas beaucoup de vin. Donc, on n'en ouvre pas souvent. Et là, ce midi, on a ouvert 2000, qui était notre deuxième millésime. Ça goûtait Et comment? donc, voilà, j'ai fini la bouteille. Bah, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, c'est un vin qui a assez peu évolué et qui a vraiment l'identité calcaire, quoi. On est sur des arômes assez floraux. On est sur des notes assez florales, assez violettes. Et surtout, ce qu'on adore ici, c'est qu'on a beaucoup de truffes noires dans les vins. C'est des vins qui truffent énormément. Et moi, j'adore ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cherché au départ de trouver des argilo-calcaires. Et ensuite, non, c'est des vins c'est un vin qui a assez peu évolué, qui a encore beaucoup de fraîcheur. Et on s'est vraiment régalé. Et j'ai ouvert la bouteille à midi et je pense que je vais lui faire son compte, là. Oh, bah, écoute, je te le souhaite. En tout cas, il y a un des points aussi qui est important. C'est intéressant que tu parles de ce 2000 et tu l'as ouvert à midi. Voilà, tu vois, ça fait peut-être 5-6 heures qu'il est ouvert. Et pour moi, ce qui est toujours un peu le juge de paix des vins, c'est la tenue à l'oxygène. Je trouve ça toujours assez prodigieux quand tu as des vins qui ont une capacité à tenir à l'oxygène plusieurs heures, voire plusieurs jours, quelquefois, hein. Et ça, je trouve ça assez magique, quoi. Ouais. C'est un peu le secret de l'élevage aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup de vins qui ont beaucoup de succès parce qu'ils arrivent sur le marché extrêmement généreux, extrêmement expressifs, presque un peu kirchés, et puis finalement, 4-5 ans après, ils sont moribonds. Donc, comprendre l'oxydoréduction et l'élevage des vins, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ça demande pas mal de discernement et d'observation. Surtout que là encore, l'élevage, il a beaucoup changé. Moi, j'ai connu Bordeaux dans les années 80 et je te disais que le challenge, c'était d'amener de la maturité. Et très souvent, les vins, ben, ils n'étaient pas comme aujourd'hui, hein. Nous, je me souviens, quand les vins atteignaient 12 degrés, en potentiel, on sautait au plafond, on disait c'est mûr et on partait vendanger, quoi. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir un millésime en dessous de 13, 13,5. Et encore, je ne parle pas des millésimes les plus chauds. Et donc, en fait, ça veut dire qu'au départ, on partait avec une matière assez ferme et des tanins relativement robustes, et on avait besoin de l'oxygène pour les travailler, pour les patiner, en fait. Et donc, il y avait une tradition qui était très adaptée à l'époque, qui était la répétition des soutirages, où à chaque changement de saison, on faisait un soutirage, donc on amenait un peu d'oxygène et on travaillait les tanins, et on pouvait comme ça organiser une patine avec le temps, aidé un peu par l'oxygène. Aujourd'hui, c'est fini ça. Et moi, je pense que j'étais dans les premiers d'ailleurs, et c'est un peu ce qui a fait notre succès en consulting, parce qu'on a été très demandé pour ça. C'est qu'au début des années 2000, on avait des vins en bouteille qui restaient très droits, très frais, et les gens se demandaient un petit peu comment ça se faisait, et je leur expliquais que d'abord, moi j'adorais ce qu'ils n'aimaient pas, c'était les lits. J'ai beaucoup travaillé sur les lits, parce qu'à l'époque, ça nous permettait de nourrir les vins, les empêcher de sécher, et aussi sur le rôle d'oxygène dans les vins. Et on faisait des élevages sans oxygène, sans soutirage. C'est-à-dire que chaque 3 mois, on n'allait pas soutirer, on allait goûter. Et si le vin était bien, on lui disait, ben, on va lui foutre la paix, on ne va pas le soutirer. Et 3 mois plus tard, ça recommençait. Et j'avais fait des essais, moi, au début des années 2000, sur des vins qui n'avaient jamais été soutirés. Et finalement, cette compréhension de l'oxydoréduction, de la nourriture des vins en oxygène, ça nous a aussi beaucoup appris sur l'élevage des vins. Et là, déjà, Ouais. en 2000, nous, on ne soutirait plus. C'est des vins, en plus, c'était un millésime solaire. Donc, les millésimes solaires ont plus tendance à l'oxydation que les autres. Et c'est des millésimes qui devaient être extrêmement protégés. Donc, ça, c'était des vins qui avaient été écoulés en barrique. D'ailleurs, c'était la grande mode à l'époque. Et après Malo, on avait fait un sous-tirage pour sortir les grosses lits et basta. Et ensuite, il était resté là jusqu'à la préparation à la mise en bouteille. Et donc, ce sont des vins qui ont un élevage assez réducteur. Et aujourd'hui, on s'en félicite. Et toi qui on va dire, la chance de voyager dans beaucoup de pays et puis d'avoir cette vision un petit peu internationale du vin dans le bon sens du terme, tout en ayant
on le comprend dans ton discours et dans ta façon d'aborder les choses, d'avoir les pieds bien dans le sol, hein, bien dans le sol et d'être dans une posture la plus humble possible. Comment tu dirais que cette notion de terroir, elle est perçue? La dégustation géosensorielle ou intuitive, finalement, c'est aussi un outil de compréhension de ce terroir-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moi, j'aime pas parler d'opposition, j'essaye de ne pas être quelqu'un de clivant. Je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui, on est dans un monde où il vaut mieux unir que désunir. Et c'est quoi ta vision aujourd'hui sur la perception du concept de terroir en dehors de la France et peut-être même de l'Europe? Et comment ça se positionne finalement? Comment c'est reçu par les pros et puis par les clients finalement? En fait, moi, j'ai fait le choix de refuser beaucoup de propositions de contrats là où on m'a demandé d'aller faire du Bordeaux ailleurs. C'est-à-dire, moi, tous les pays qui étaient à la mode et qui s'ouvraient à la vinification et qui étaient supportés par des gros médias où il y avait vraiment du business à faire, je n'ai pas trop voulu y aller. J'ai refusé beaucoup en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, aux États-Unis. Moi, j'ai un seul client en Californie. Et c'est plus par comment dire, l'admiration pour le client que pour la région que j'adore, mais je ne suis pas un grand fan des vins californiens en général. Ça va de mieux en mieux parce que là aussi, ça répond à ta question, ils ont une recherche terroir. Moi, je suis plutôt allé vers les origines du vin. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup développé le consulting, d'abord vers la Méditerranée, puis remonter jusqu'au Moyen-Orient. Moi, aller planter un vignoble en Syrie où on faisait de la vigne il y a 6000 ans, c'est un truc qui est complètement vibrant pour moi. Ça me parle. Sur des sols calcaires, moi, j'ai adoré ça. Donc, en fait, si tu veux, Tu parles de Bargillus, là, non? on a parlé en off. Je parle de Bargillus, ouais. Mais tout à l'heure, on a parlé en off de Caval Clidéré. Ouais. Moi, on m'a demandé en 2008 d'aller en Turquie parce qu'ils avaient des cépages un peu difficiles à comprendre pour les gens et qu'ils avaient planté des Syrah, qu'ils avaient planté des Cabernets et qu'ils voulaient faire des vins à dimension internationale pour faire connaître un peu le truc. Nous, quand on est allé là-bas, on a fait le focus sur les cépages autochtones. Et quand tu vois le Kouzgozou, le Bogasquéré, enfin, tu as des cépages qui sont juste incroyables, quoi. T'as des choses magnifiques, magnifiques. Le Bogasquéré, le Kouzgozou. Et nous, on a mis le focus là-dessus. Et je pense même toute prétention retenue, hein, qu'on a été des acteurs pour relancer un peu ces modes. Parce qu'on a ces raisins qui étaient un peu destinés à une consommation intérieure. Ils étaient faits un peu dans la rusticité. Et on s'est dit, si on travaillait sur ces raisins-là, qu'on leur amenait un côté un peu plus contemporain, mais ils ont tellement d'identité qu'à mon avis, on pourra finalement exporter ce genre de raisin. Et on avait commencé avec des petites cuvées qui représentaient 3000 bouteilles, ce qui est rien, hein, je dirais, c'est plus de 15 millions de bouteilles. Donc, ce qui est rien du tout. Et ils ont gagné des prix et des prix. Et aujourd'hui, on fait, je crois, 35 000 bouteilles de chaque et il n'y en a pas assez. Donc, ça veut dire que je crois que par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux angoisses aussi, hein, qu'on a tous, hein, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à tout ça, je crois que les gens ont besoin de revenir à des valeurs un peu essentielles, un peu sûres. Et ils ont compris aussi que le vin, au-delà du produit culturel que c'est aussi un espèce d'ambassadeur de leur pays. Et donc, c'est un peu ce qui a fait aussi, je pense, notre succès. On a souvent été demandé parce qu'on avait cette réputation de faire des vins, moi j'aime bien dire identitaires, c'est-à-dire des vins de lieu, des vins de terroir. Et on a développé un peu à l'international cette réputation, peut-être même un peu plus qu'en France, ce qui fait qu'on a eu des projets absolument magnifiques pour remettre au goût du jour ou des cépages anciens ou de changer des vinifications qui étaient souvent des pâles copies de régions qui faisaient rêver le producteur, mais qui n'étaient pas en adéquation avec son lieu, voilà, des choses comme ça. Mais moi, j'ai fait très peu de pays à la mode, en fait. Je suis plutôt allé défricher des choses qui étaient moins. Il y a un commentaire qu'on m'a envoyé en privé sur toi. J'avais pas de concurrence là-bas. Qui est très sympa. Il y a un commentaire qu'on m'a envoyé en privé sur toi. Voilà. Stéphane est un homme de cœur plus qu'un homme de business. Gentil, hein. Ouais, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. C'est gentil. Ouais. Bon, écoute, Stéphane, ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Déjà ouais, ça fait déjà une heure. Ouais. Ça fait déjà une heure. On est.
Voilà, en général, c'est des formats d'une heure, donc bon, on dépasse toujours un petit peu, mais peut-être un petit mot pour conclure. Moi, je ferai le mot de conclusion, juste pour dire qu'on se retrouvera le jeudi 8 avril avec Christian Scalesi, formateur chez nous, qui est un grand spécialiste des rosés, puisqu'il a fondé l'Académie des vins rosés, et Alexis Goujard, qui s'occupe à la Revue des Vins de France, qui est journaliste sur la Provence. Donc, et moi, je Ouais. participerai aussi parce que je suis originaire même si je suis originaire de la vallée de la Loire, je vis en Provence et à Antibes depuis de nombreuses années. Donc, je suis un grand défenseur de ces terroirs qui sont assez magnifiques. Donc le titre est un peu provocateur. La Provence se limite-t-elle au rosé? Donc bon, voilà. Moi, je connais déjà la Ah réponse, mais bah voilà, par absolument contre là, pas. Moi, je travaille. je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et Alors voilà. moi, j'aime pas le rosé. Moi, j'aime pas le rosé, j'en bois pas. En revanche, je travaille beaucoup en Provence et sur des projets de vin rouge et de vin blanc. Et absolument, il y a des choses magnifiques en Provence. C'est des terroirs absolument fantastiques. C'est c'est dans Alors les orties originales. il Bien. y Je a, regarderai. on était vendredi, on était à Tempier et on a eu la chance de goûter avec Daniel Ravier un 84 qui était un millésime terrible, hein. Mais bah, écoute, c'était Terrible. vraiment très Ouais. très beau. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a Bernard qui nous demande si tu peux redonner une petite chanson de Dunkerque pour finir. Petite- Ah, ben, je sais pas chanter, moi, mais Ouais, c'est pas grave, on va ouais. faire chanter les vins, on va faire chanter les Je vins. dirais Jean-Bar, salut à ta mémoire. Bon, en tout Chanson personnelle. cas, un Ah, lui, grand, il sait chanter, lui, je l'ai vu là, Caudal, là. Non, 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 mais tu C'est un chantes très grand bien, chanteur ami du Nord, lui. Nicolas. J'ai des soirées avec toi à Si, si. Saint-Émilion avec Stéphane et Regarde, Nicolas où vous chantiez très bien. Hein. c'est lui qui dansait dans Rabbi Jacob. Ouais, Je ouais, m'en non, non, rappelle. Vous ben, n'avez pas vu le film? si, si. C'est vrai, c'est moi, non, je suis la doublure. bon, C'est la doublure. bah, en tout cas, T'as vu, ça m'a marqué. un immense merci à toi, Stéphane, d'avoir partagé ce temps. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes, Avec grand dont plaisir. Amandine et Frédéric, qui font la formation samedi. Donc, bon, bah, vous retrouverez toutes ces notions géosensorielles dans la formation de samedi. Voilà, on a un grand pensée à tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui n'ont pas pu être là, ben, on enverra le replay. On a une petite personne, on a Seren qui est d'origine turque, qui nous dit qu'il était touché qu'on parle des vins de ce grand pays viticole. Voilà. Un immense merci Ouais. Stéphane. Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie d'avoir partagé ce temps. Et puis vivement qu'on se retrouve avec une bonne bouteille du domaine de là et autour d'une belle pièce de viande. Ça sera sympa, comme la dernière fois à la Cité mondiale. Je t'embrasse Stéphane, je te Écoute, remercie de ta gentillesse. ouais, merci beaucoup. Et puis, ben, pour le mot de la fin, je dirais que tu me tends la perche avec le domaine de l'art. Moi, ça fait une vingtaine d'années où j'essaye de faire un travail le plus remarquable possible sur une appellation un petit peu méconnue et que je ne suis pas le seul et que j'aimerais, au nom de tous les vignerons bordelais qui sont un peu dans cette mouvance et qui font des vins aujourd'hui d'un rapport qualité-prix qui est pratiquement mondialement imbattable, de trouver de l'écho chez les amateurs et de dire aux amateurs que Bordeaux, c'est pas que des vins chers, c'est pas que des vins de merde. Qu'à Bordeaux, il y a des vignerons, il y a toute une offre qui est très très large. On peut trouver de tout à Bordeaux, des vins classiques, des vins branchés, des vins de nature, des vins qui puent. Il y en a pour tout le monde. Et qu'il faut se remettre à goûter les Bordeaux. Et que, en tout cas, nous, on est toujours ravis de recevoir les gens et de leur présenter notre travail. Et en tout cas, merci de m'avoir laissé la possibilité d'exprimer ça avec ton petit webinar. Je suis ravi et au plaisir. Merci Stéphane, prends soin de toi et buvez du Bordeaux et buvez bon. Merci à vous tous et bonne soirée. Salut.